Assis Diallo, présidente et sénatrice de l'organisation Zinazinga. C'est une organisation humanitaire et culturelle qui regroupe les femmes africaines de toute nationalité confondue. Nous avons créé cette organisation afin de rassembler les femmes africaines, non pas autour simplement du cheveu vêtu, du maquillage et de la mode, mais sur des questions fondamentales, telles que le rapport entre l'Africain et le monde et la situation réelle, presque catastrophique, on va dire, du continent africain. La femme est le pilier fondamental de toute société, de toute nation, de tout peuple. La force d'une nation, c'est les femmes. Donc, pour détruire une société, il faut réussir à détruire les bases dans lesquelles un peuple est établi. Je dirais que nous avons été détruits sur ce plan-là. Sur ce plan-là, la femme avant était une femme digne, respectable, respectée par rapport au fait qu'elle était la gardienne de la vie sur Terre. En pillant ces ressources-là, on sait que lorsqu'il y a pillage, il y a forcément déstabilisation et déstructuration de la société. Donc, quand il y a malheur dans une société, on sait que qui est-ce qui en récolte les fruits? La première, c'est la femme. La femme, les enfants et bien sûr l'homme. Mais avant tout, la femme. Donc toute société qui n'est pas conscient de ce fait-là, quand même, c'est une société qui est très fragilisée. Les impérialismes qui ont pour vocation d'étouffer, d'éradiquer, de répandre leur mode de vie, ont réussi à faire perdre à l'Africain son mode de vie. C'est qui crée quoi? C'est qui crée que nous sommes dans une société où nous sommes complètement en contradiction totale avec les valeurs qui étaient les nôtres. Donc ça a laissé la place à une société africaine complètement bouleversée, complètement disloquée, qui est à la traîne de tous les autres. L'Africain actuel a tendance à tout accepter, tout et n'importe quoi, et à se déresponsabiliser un peu trop. La responsabilité, je dirais qu'elle est d'abord due au fait que nous avions été un peu, je dirais un petit peu très naïfs sur le plan sécuritaire, c'est-à-dire que nous avons ouvert trop facilement nos bras. Non, je ne comprends pas qu'un homme puisse dire qu'il respecte la terre et qui bafoue les libertés de son épouse et qui bafoue et qui maltraite sa femme. C'est de la contradiction en soi, puisque, je le rappelle, celle qui est la plus proche de la terre, c'est la femme. Donc il doit démontrer à la terre justement qu'il la respecte en respectant la femme qui est la gardienne de la vie sur terre. Donc voilà ma réponse. La société que j'explique, ce n'est pas une société qui sera bâtie uniquement contre les femmes. Mais je dis que la femme est celle qui a le capital humain le plus important et c'est une réalité. La femme peut mettre au monde des hommes et elle peut mettre au monde aussi des femmes, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Donc soyons clairs, quand je parle de matriarcat, le matriarcat n'est pas l'inverse du patriarcat, ou le contraire du patriarcat qui serait la domination de l'homme sur la femme. Le matriarcat, c'est avant tout le respect de celle qui incarne la vie sur Terre, de celle qui porte la vie sur Terre, de celle qui est le plus proche du Créateur qu'on veut bien nous faire croire. Donc la société auquel nous nous inspirons tous, c'est une société qui serait basée autour de la femme, car la femme a en elle les ressources nécessaires pour maintenir une société basée sur des valeurs telles que la complémentarité, l'égalité, si on peut dire. La femme, avant, avait un statut mémorial, je dirais, très très élevé. La femme avant était une prêtresse, avant elle avait des hautes fonctions dans la société, se retrouve à être totalement déshumanisée. Donc nous voulons montrer à quel point la femme était le plus proche de la terre qu'on pourrait même faire de soi. Parce que la terre, c'est l'élément de base
permet de nourrir toute la population. Je dirais que même aujourd'hui, les conflits fondamentaux qu'il y a eu, toutes les guerres, toutes les atrocités, c'est par rapport à la terre, par rapport aux richesses, par rapport aux ressources, par rapport à la fertilité. Et donc, justement, le lien de la fertilité et de la femme, je pense que c'est essentiel. L'escroquerie aujourd'hui, la plupart auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'Africains, c'est de dire aujourd'hui que le peuple juif est le peuple juif de Dieu. C'est ça la plus grosse escroquerie du siècle qui a maintenu, on va dire, l'humanité dans une sorte de mensonge perpétuel où on a affaire à une humanité qui est complètement déphasée sur tous les plans. Le problème fondamental, c'est qu'aujourd'hui, notre culture a été déstructurée, a été détruite depuis qu'on est rentré en contact avec les impérialistes que vous connaissez tous. Et donc, il est impératif pour nous de renouer avec nos valeurs les plus intrinsèques si nous voulons changer les choses. Et ça passe impérativement par se questionner. Se questionner sur la nécessité, je dirais, de toutes ces doctrines politico-religieuses qui, à mon sens, nous endorment. Il y a une seule vocation, c'est d'émanciper l'homme de toute forme d'esclavage. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La religion endorme les masses, la religion monte les peuples les uns contre les autres, la religion impose et déstructure, détruit toute forme de culture. Or, sans culture, l'être humain n'est rien. L'être humain n'est rien sans culture. Ça, on le sait tous. Nous demandons à l'Africain de changer la perception qu'il a de lui-même pour pouvoir changer la perception qu'il a du monde. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, notre perception a changé. La perception que nous avions au départ de nous-mêmes, de notre nation et de notre couleur de peau, était à la fois divinisée. Donc aujourd'hui, on a quelque part, à cause des impérialistes, adhéré inconsciemment ou conscieusement à l'idéologie suprémaciste menée par les Occidentaux qui dit que nous n'aurions pas participé à quoi que ce soit dans l'humanité, que en gros notre existence n'a servi à rien. Donc l'Africain a été détruit sur le plan moral, spirituel, ce qui fait qu'aujourd'hui il est quelque part, victime de ses propres dogmes, c'est-à-dire qu'il n'a plus confiance en lui-même, il se perçoit de façon très très négative. Il a perdu confiance en lui-même, il a perdu confiance en ce qu'il était. C'est ce qui fait qu'il est devenu un homme qu'on peut domestiquer, qu'on peut esclavagiser pendant 400 ans, qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Donc pour esclavagiser un peuple, il faut le déshumaniser. Nous avons été victimes de ça, nous avons été déshumanisés. Notre humanité, elle passe par quoi? Elle passe par une culture, elle passe par un nom, elle passe par une vision du monde. Donc notre vision du monde a été déboussolée, ce qui fait qu'aujourd'hui on est en perte totale de nous-mêmes et qu'on a du mal réellement à s'ancrer pour pouvoir résoudre nos problèmes définitifs. Donc le problème fondamental qui nous impose dans ce siècle-là, bien évidemment, c'est la souveraineté totale et définitive du continent africain. Je ne le répéterai assez jamais, mais la question fondamentale, hein, c'est la libération du continent africain. L'homme africain aussi a un travail à faire sur lui-même. Je dirais qu'il est un petit peu responsable parce qu'au fond de lui-même, il sait tout ce qu'il doit à la femme, il sait tout ce qu'il doit à sa mère, il sait tout ce qu'il doit à sa sœur. Il sait réellement que la femme est une source de stabilité. Il sait que tout homme aujourd'hui a pour vocation de trouver une femme avec qui il peut partager sa vie, avec qui il se sentirait en sécurité. Donc je dis que la femme africaine doit changer si elle veut vraiment éduquer son peuple, parce que l'éducation se fait sous deux formes. Elle se fait sur la forme, je veux dire, on élève nos enfants, mais on élève aussi nos hommes. On a un devoir aussi
vis-à-vis de nos hommes, vis-à-vis de nos enfants et vis-à-vis de la société. C'est-à-dire que si la femme africaine arrive à changer les critériums de beauté lorsqu'elle choisit un homme, parce que c'est elle qui détient le capital le plus important, c'est celui de la vie. Par exemple, en disant que l'homme africain aujourd'hui, normalement, un homme, c'est quoi? Un homme, c'est quelqu'un qui est capable et qui a des notions telles que le courage, capable de défendre son peuple, son clan, sa nation, quand il le faut. Un homme, c'est quelqu'un qui a une large vision, c'est un guerrier. Un homme véritable, c'est quelqu'un qui n'a pas la conception de la peur, qui n'a pas la conception de la trahison. Aujourd'hui, les Africains actuels ont pour exemple les Jay-Z, ont pour exemple les Werason, ont pour exemple des imposteurs. Donc je dis que la femme aujourd'hui est complice quelque part de cette situation-là, puisque tous ces politiciens véreux qui participent quelque part à la liquidation systématique, au génocide de la population, s'ils n'avaient pas de femmes, encore moins de prostituées, auxquelles ils pourraient se soulager, donner leur argent, je pense qu'ils reverraient leur point de vue. Donc voilà, la responsabilité de la femme, c'est d'élever ses critériums lorsqu'elle choisit son homme. C'est-à-dire que quand on est dans une optique de révolution, on a des critères bien prédéfinis. Et aujourd'hui, on doit avoir la même intransigeance lorsque nous choisissons nos époux. Aujourd'hui, on doit se poser les vraies questions. Qu'est-ce qu'on veut transmettre réellement à nos enfants? Je pense que la femme n'a pas vraiment conscience de son potentiel. Son potentiel, il est non seulement très important, mais elle a un pouvoir décisionnel depuis le ventre maternel, quand elle est enceinte, d'orienter la vie de son enfant. On peut, dès le bas âge, dire « Moi, mon enfant, je veux qu'il soit ça. Moi, mon enfant, je veux qu'il soit la ligne des grands de notre continent, tels que Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, etc. » Ce choix-là, c'est la femme qui l'impose depuis le bas âge, depuis l'éducation, depuis aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de me lancer dans cette voie. Je veux que mes enfants soient capables de faire le double de ce que moi, je n'aurais pas fait ici-bas. Donc voilà, les enfants sont censés être plus forts que nous-mêmes. C'est dans cette optique-là. Aujourd'hui, on est africains tellement malades, tellement morts actuellement, que c'est l'inverse qui se passe. Qu'on a tendance à affaiblir nos enfants dès le bas âge. On a tendance à leur inculquer des contre-valeurs. On a tendance à leur dire « Oui, écoute, le blanc va te donner tout, ceci, cela. » C'est ça. Le problème, c'est ça. C'est notre façon de nous percevoir, notre façon de voir le monde. La dignité avant tout. La dignité avant tout. Il est temps vraiment que nous prenions nos responsabilités. Nos responsabilités, c'est de prévoir l'avenir de nos enfants, de nos descendants et de nos futurs descendants. Aujourd'hui, on nous a appris à nous déresponsabiliser. Est-ce que c'est responsable, croyez-vous, de prôner l'immigration? Est-ce que c'est responsable de dire, j'en ai entendu dire, que nous les Africains, nous ne pouvons rien, nous n'avons qu'à laisser la terre aux Blancs. J'en ai entendu dire ça, décidément. Des gens qui sont déjà morts, qui sont déjà instaurés dans leurs états d'esprit l'échec, la non-combativité, la résignation. Donc voilà, on doit se battre contre ces doctrines si on veut vraiment renaître et se relever. Donc nous disons que la révolution pour l'Afrique est inévitable. La révolution pour l'Afrique est un impératif. C'est un impératif de survie. Donc voilà, les femmes, nous avons un rôle capital à jouer dans cette révolution, dans cette libération définitive. Dommage, aujourd'hui, on nous a, nous femmes, leurrées, je veux dire, on a réussi à nous berner en nous disant que la femme devait strictement être une potiche, une bonne à tout faire, une femme qui s'intéresserait uniquement au maquillage, qu'à la mode,
Donc c'est très dommage par rapport à notre potentiel. Notre potentiel de la femme, il est multiple. Donc si vraiment nous arrivions à sortir de cette idéologie, de cette conception de la femme, de la féminité qu'on nous a imposée, qu'on nous a octroyée, vraiment je pense que nous pourrions non seulement nous faire respecter dans notre famille, dans notre société, mais dans nos États. Donc voilà, trop longtemps on a interdit à la femme noire de s'exprimer. Trop longtemps on lui a fait croire qu'elle devait uniquement être la bonne africaine. Donc aujourd'hui nous disons qu'il est temps. Aujourd'hui que cette jeune génération qui n'est pas prête à accepter ce que nos mamans ont accepté. Nous ne sommes pas prêts à accepter la polygamie, nous ne sommes pas prêts à accepter les coups, nous sommes prêts à rendre les coups s'il le faut. Donc nous disons que nous devons impitoyablement restructurer nos États. Nos États ne demandent que ça. La beauté commence d'abord par un état d'esprit, moi je dirais. C'est la manière dont vraiment on se perçoit qui change la donne. Si on se sent belle, nous sommes belles. Donc il faut réussir vraiment à détruire vraiment toutes ces idéologies, toutes ces campagnes publicitaires. Il faut vraiment avoir la force d'aller au-delà de tout ça pour vraiment nous regarder dans une classe et nous dire que voilà, nous sommes des femmes. Et les femmes, une femme n'est pas respectable que par rapport à son degré de beauté, etc. On n'a pas besoin de tonnes de maquillage pour nous sentir jolies. Donc je voulais aussi souligner aussi le fait qu'on a réussi un peu à berner la femme en lui disant qu'il fallait qu'elle croive à tel ou tel critère de beauté pour se sentir jolie. Non. Être jolie, changer la conception de la beauté si on veut vraiment se sentir à l'aise en soi-même. Et puis ne l'oublions pas, on sait que durant toute l'histoire, Malcolm X a été traité de radicaux, Sankara a été traité de radicaux, Lumumba aussi a été traité de radicaux, Winnie Mandela est traité de radicaux. Donc à tous ces gens-là, nous leur disons merci. Qu'il n'y a pas de réel changement sans radicalisme. Et qu'aujourd'hui, je dirais que la plus grande majorité des personnes qui parlent de radicalisme, etc., qui ne veulent pas être associés aux radicaux, c'est en réalité ceux qui sont dans ce système et qui ont une place favorable. Ceux qui travaillent dans les quartiers chics, à la Défense, qui travaillent dans les grandes entreprises, qui n'ont, dans le fond, je dirais, aucun intérêt que la situation elle change. Ils sont plus proches du maître qu'autre chose. C'est en quelque sorte, si on peut faire la comparaison du temps de l'esclavage, c'est des nègres de maison qui sont tellement proches du maître parce qu'ils ont un salaire qui est 2 fois plus élevé que les noirs actuels, qui n'ont pas d'intérêt pour que la situation change. Aujourd'hui, réellement, la question que j'impose aux Africains, c'est le choix qu'ils ont fait réellement. Parce qu'on ne peut pas, de la vie c'est comme une course de cheval. On ne peut pas défendre on ne peut pas monter sur 2 chevaux à la fois. Donc, je dirais clairement, quel choix voulez-vous? On a eu d'un côté, on a eu Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Julius Nyerere et plein d'autres. De l'autre côté, on a Mobutu, on a Guillaume Soro, on a Blaise Compaoré et tous les chefs d'État corrompus qui sont sur le continent africain. Aujourd'hui, le vrai choix, c'est de savoir est-ce que vous avez fait votre choix? Est-ce que vous voulez participer à cette renaissance tant espérée? Est-ce que vous êtes prêts pour la révolution? Est-ce que vous êtes prêts pour le changement radical de la situation des Africains? La situation des Africains ne changera pas tant que les Africains eux-mêmes ne prendront pas leur destin entre leurs mains. Il faut impérativement que les Africains comprennent réellement dans quel pays ils vivent. Aujourd'hui, là où je vous parle, je suis en France. Mais je ne cesse de le dire que la France est un pays impérialiste qui s'est constitué et bâti sur le dos des Africains. Alors quand j'entends des Africains dire que oui, ils sont bien en France, qu'ils sont reconnaissants vis-à-vis de la France,
parce qu'ils touchent les impôts, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils touchent les ACEDIC ou le RSA, je me dis que vraiment on n'a aucune notion de ce que c'est réellement que la dignité. Un pays qui aujourd'hui envoie des mercenaires en Afrique, un pays qui aujourd'hui impose des chefs d'État aujourd'hui en 2012 avec tous les traités qui ont été signés, comme quand vous êtes indépendant, vous êtes ceci, vous êtes cela. Tout qui est fait à nos populations, toutes les injustices créées et causées par ce pays, comment aujourd'hui on peut être fier d'être africain et de se revendiquer de la France? On ne peut pas être un Africain aujourd'hui et être fier d'être français. C'est faux. Si vous êtes dans cette optique-là, vous devrez comprendre vraiment comment ce pays-là déstabilise nos États, comment ce pays-là est responsable de la mort de millions et de millions d'Africains. Ne serait-ce que passé, mais qui continue aujourd'hui. Quand vous avez un État qui impose des chefs d'État qui sont corrompus, il faut savoir que ça aura des conséquences, forcément des conséquences sur la situation du pays en conséquence et sur les pays qui sont aux alentours. Tous les pays, tous les chefs d'État corrompus et africains ont le soutien de ce pays-là dans lequel nous sommes. Donc il faut réfléchir vraiment sérieusement. Quel choix voulez-vous faire réellement? Quel choix voulez-vous faire réellement? Si vous voulez le changement, ça demande un courage. Le changement demande du sacrifice. Le changement demande une implication réelle et sincère. Donc, si vous n'êtes pas sincère, arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Arrêtez de critiquer les chefs d'État africains si vous-même vous êtes dans une optique aliénante, vous êtes dans une université vraiment formatent les Africains contre eux-mêmes. C'est-à-dire que les soi-disant intellectuels, parce que j'appelle ça des soi-disant intellectuels, devraient avoir l'aimabilité, la conscience de comprendre que l'univers dans lequel on vous a imprégné, l'univers dans lequel vous baignez, c'est un univers qui n'est pas le vôtre. C'est un univers qui ne fait que de vous détruire, vous déstructurer sur le plan moral, mental et humain. C'est le lieu de la déshumanisation la plus totale. Les universités aujourd'hui sont des impossibilistes, des gens qui, quand ils entendent le mot changement, le mot révolution, le mot rupture, ont mal. Comment on peut avoir peur quand on entend le mot révolution, le mot changement, quand on sait ce que cet État est en train de faire nuit et jour sur notre personne? Comment? Nous sommes encore dans la même situation que les esclaves qui étaient dans la maison du maître, parce qu'ils mangeaient des restes du maître, parce qu'ils avaient des beaux vêtements, ne faisaient pas fi de la liberté. Vivre en tant qu'esclave, ce n'est pas une vie. Nous sommes considérés comme des esclaves et nous nous comportons comme tels. Donc il est temps que les choses changent. Il est temps vraiment que les Africains comprennent où nous sommes. Que les Antillais renouent avec leur terre. Que les Antillais qui ont encore une âme comprennent. Que les Africains comprennent qu'ils n'ont pas de pays amis. Mis à part le lien qu'on peut faire entre les Caraïbes et l'Afrique aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix. Donc, si vous voulez le changement et que vous n'êtes pas prêt à vous impliquer pour ce changement-là, il vaut mieux que vous restiez chez vous. En conclusion, nous disons que l'Africain doit avant tout apprendre à se responsabiliser. L'Africain qui vit en Europe, qui soit venu de façon clandestine, qui soit né ici, il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience qui naisse chez les populations africaines pour qu'ils comprennent que sans eux, la situation restera telle qu'elle est. Il faut briser toutes les idéologies qui font que l'Africain est en attente de changement. Il est en attente que son sentiment se construise. Il est en attente que son continent s'organise, mais il ne veut pas participer à cette organisation. Il faut avoir le courage, vraiment, c'est un courage, ça demande un courage. Le changement demande un courage, et ce courage-là, il demande l'intervention de tout un chacun. Tout Africain qui a une prise de conscience doit comprendre que son implication, elle est
inévitable, elle est nécessaire à la libération du continent africain. Donc le combat que nous menons aujourd'hui, c'est un combat noble au nom de toutes ces personnes qui ont donné leur vie, au nom de toutes ces personnes qui sont mortes de façon ignoble, au nom de la férocité que notre peuple a subie dans tout le monde entier, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Grèce, en Italie, en France, le pays où nous vivons. Nous disons que l'Africain doit avoir ce devoir de mémoire, vraiment, de demander justice par des actes réels et concrets. Une prise de position réelle et sincère. À un moment donné, dans cette terre, il faut qu'il y ait justice. La justice est la condition sine qua non pour la paix. Tant que le continent africain ne sera pas souverain, on peut aujourd'hui se considérer vraiment en situation d'esclavage, en situation vraiment d'oppression. Donc vraiment, purement et simplement, les Africains ne doivent pas oublier qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas indépendants. L'Afrique n'est pas indépendante. À ceux qui ont encore une âme à se mobiliser réellement et sincèrement. Les femmes noires, les hommes noirs, les jeunes hommes, les vieilles, les vieux, on doit comprendre que notre intérêt, vraiment pour nos futures générations, c'est de vraiment travailler pour la construction du continent africain. Et ça passe par un changement radical de notre mentalité, de notre état d'esprit aujourd'hui. Nous ne sommes plus à l'époque des chocs-cotons, mais je vous assure que l'oppression continue. Et l'oppression ne cessera pas tant que vous et moi ne nous impliquerons pas pour mettre un barrage à toute cette oppression. Ce que nous faisons, c'est pour la souveraineté totale et définitive du continent africain. Et que cela demande une implication de tout un chacun, tout Africain qui est ici-bas, tout Antillais, au nom de leurs ancêtres, doit se mobiliser pour cette noble cause. Nous souffrons. L'injustice fait partie de notre quotidien. L'injustice a lieu à l'heure où je vous parle. À l'heure où des millions et des millions d'enfants africains sont en train de périr. À l'heure où je vous parle, des millions et des millions de populations sont rasées par la maladie, par les pandémies et par l'irresponsabilité de nous tous. Donc il est temps que l'Africain se responsabilise. La révolution prenne vraiment tout son sens.